toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en direct de la Foire gastronomique et internationale de Dijon. Aujourd'hui, c'est la 11e édition de la journée de la chasse et de la venaison. Nous allons donc recevoir la Fédération des chasseurs de Côte d'Or. Mais avant de parler de gibier, nous recevrons sur notre plateau Renoveco pour parler d'isolation afin d'aider nos visiteurs qui se baladent sur l'espace habitat. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Marion de Crozan. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes conseillère Renoveco. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que Renoveco, à quoi sert ce service? Alors Renoveco, c'est le service public d'amélioration de l'habitat de Dijon Métropole. Donc c'est un service qui est gratuit, qui est accessible à tous les particuliers, qu'on soit un propriétaire occupant, un propriétaire bailleur, quel que soit le type de travaux que vous voulez faire, que ce soit des travaux de rénovation énergétique, des travaux d'adaptation, des travaux de mise en sécurité de votre logement, que vous soyez un particulier propriétaire d'une maison individuelle, d'un appartement ou un syndic de copropriété, vous pouvez nous contacter et on vous accompagne dans vos projets de rénovation. Et alors, quels conseils auriez-vous pour nos visiteurs qui souhaitent entreprendre des travaux énergétiques ? Alors, c'est difficile de résumer, mais il y a pas mal de conseils qu'on peut donner. Dans un premier temps, déjà, prenez le temps de réfléchir à votre projet. N'allez pas signer trop vite des offres qui paraissent vraiment très alléchantes, qui paraissent un peu trop bien pour être vraies. Ne signez pas tout de suite pour ces offres. Prenez le temps de réfléchir à votre projet et à votre logement. Et si besoin, faites-vous accompagner. Donc réfléchir à son projet, c'est-à-dire déjà réfléchir à l'isolation de son logement, comment on se situe, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on peut améliorer, que ce soit l'isolation de la toiture, l'isolation des murs, du plancher, des fenêtres. Et puis après, pourquoi pas, on se posera la question du chauffage. Donc voilà, pensez le logement dans sa globalité, sans toutefois commencer par les travaux de chauffage. L'isolation sera toujours plus importante que le chauffage en premier. Après, dans les points auxquels faire attention, essayez de prendre plutôt des artisans locaux, qui soient des entreprises de proximité, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, qui ne sont pas des entreprises qui nous démarchent avec un démarchage très agressif, qui viennent de régions parisiennes ou ailleurs. On a de très bons artisans chez nous en Côte d'Or, donc ce serait dommage de ne pas les faire travailler. Donc prenez plutôt des artisans locaux. Prenez le temps de vous renseigner sur les entreprises, faites faire plusieurs devis. Pourquoi pas aller voir des chantiers, c'est tout à fait possible d'aller voir des chantiers en cours, des chantiers déjà réalisés, avant de vous lancer dans des travaux. Et alors sur la foire justement, il faut peut-être faire attention, normalement il n'y a pas de délai de rétractation quand on achète sur la foire? Tout à fait, quand on achète sur une foire ou dans un salon, le délai de rétractation qui est normalement de 14 jours ne s'applique pas. Donc on peut prendre un contact sur un salon, prendre un rendez-vous pour aller faire une visite technique, pour établir un devis plus tard, mais surtout bien faire attention à ne pas signer de devis ou de bon de commande, parce que même s'il y a une visite technique qui sera réalisée ensuite, on ne peut pas toujours se rétracter sur ce qu'on a signé sur la foire ou sur le salon. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Une foire, un salon, on peut aller rencontrer les entreprises, regarder les solutions qu'elles nous proposent, prendre un rendez-vous pour faire une visite, mais surtout ne rien signer, parce qu'après, c'est compliqué pour se rétracter d'une offre si ça ne correspond pas finalement à ce dont on avait besoin. Et est-ce que vous avez d'autres points de vigilance ? Alors dans les autres points de vigilance, il faut bien faire attention à la coordination des travaux. Quand on va faire plusieurs postes de travaux, il y a quand même une logique dans la rénovation à avoir. On ne commence pas par le chauffage, on ne commence pas par faire la peinture, on commence d'abord par faire les doublages, par faire de l'isolation. Il y a quand même une certaine logique dans l'enchaînement des travaux, sachant que quand on fait beaucoup de travaux, quand on va faire 3-4 postes de travaux, l'isolation des murs, de la toiture, le chauffage, on peut aussi se faire accompagner par un maître d'œuvre, par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul sur la coordination. Un autre point auquel faire attention, ça va être sur la question des aides financières, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un sujet qui a son importance. Surtout, ne pas signer de devis avant d'avoir demandé les aides financières, ou de s'être assuré qu'elles ont bien été demandées. Parfois, ça peut être les entreprises qui font les demandes à votre place, ce qui est assez pratique parce qu'elles les déduisent sur le montant des travaux, vous n'avez pas à faire la partie administrative de la demande. Par contre, il faut bien vous assurer qu'elle les fait.
Et quel type d'aide financière on peut avoir? Je crois qu'il y a MaPrimeRénov', c'est ça? Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Alors, il y a pas mal d'aides financières possibles aujourd'hui. Il y a une multiplicité d'aides financières. C'est pas très simple de s'y retrouver. Alors déjà, premièrement, donc nous, les conseillers Rénovéco, on est là pour vous aider à vous y retrouver. Simplement, les aides financières, elles varient selon vos revenus et selon le type de travaux que vous faites. Donc, par exemple, on va avoir MaPrimeRénov' classique ou MaPrimeRénov' Sérénité. On a des aides pour l'adaptation des logements, des aides des fournisseurs d'énergie, une TVA à taux réduit, des éco-prêts auprès des banques. Il y a même des aides de la métropole pour les personnes aux revenus modestes et très modestes, parfois des aides régionales, des aides du département. Donc en fait, c'est vraiment pas simple de s'y retrouver et c'est la majeure partie de notre travail aujourd'hui. Quand vous nous appelez ou quand vous nous envoyez un mail, on vous pose pas mal de questions pour savoir justement à quelles aides vous êtes éligible. Et après, on vous explique comment les demander. Est-ce que quelqu'un peut vous aider à monter les dossiers? Comment faire? On est là pour ça. Et alors, comment on fait pour vous contacter? Alors, pour nous contacter, donc il y a 2 moyens principaux. On a un numéro de téléphone, donc qui est le 03 80 48 89 89. Donc là, il y a une permanence qui est ouverte toute la semaine. Il y a toujours 1 ou 2 conseillers qui répondent au téléphone. Ou alors, vous pouvez nous contacter par mail sur renoveco@métropole-dijon.fr. Sachant qu'en premier contact par mail, on a du mal souvent à répondre. Si vous nous envoyez un mail, est-ce que j'ai des aides pour installer une pompe à chaleur? Il nous manque au moins la moitié des informations. Donc souvent, si on a votre numéro de téléphone, on vous rappelle. C'est beaucoup plus simple oralement. Soit sinon, on vous demande vos coordonnées et puis on prend le temps de vous rappeler, de vous réexpliquer en 5-10 minutes les aides financières et comment les demander. Donc le premier contact, en tout cas, est essentiellement par téléphone parce que, comme on l'a dit juste avant, c'est pas simple de s'y retrouver et c'est beaucoup plus facile quand on a déjà une première explication orale. Après, on vous envoie tous les documents, toutes les informations nécessaires. Mais là, dans la complexité dans laquelle on est aujourd'hui, le premier contact par téléphone est vraiment prioritaire. Après avoir parlé d'isolation et de travaux énergétiques, nous allons revenir à la cuisine avec les chasseurs de la Fédération de Côte d'Or. Et pour parler de la chasse, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau 3 invités d'honneur. Bonjour à tous les 3. Bonjour Amandine. Donc nous avons Pascal Sécula, donc vous êtes le président de la Fédération des chasseurs de Côte d'Or et trésorier national. Nous avons également Dominique Rigaud, qui est donc le vice-président de la Fédération des chasseurs de Côte d'Or et également membre du jury aujourd'hui de la terrine. Effectivement. Et enfin Nathalie Gou, donc vous avez repris l'entreprise traiteur donc Mitanchet. Tout à fait. Alors je me retourne vers vous Pascal Sécula, donc présentez-nous en quelques mots la Fédération des chasseurs de Côte d'Or. Combien d'adhérents avez-vous? Quelles sont vos missions? Alors, la Fédération de Côte d'Or a 10 500 adhérents individuels, des chasseurs individuels, plus environ 1700 adhérents territoriaux, c'est-à-dire des adhérents représentant une société de chasse. Donc ça fait effectivement plus de 12 000 adhérents territoriaux ou individuels à gérer. Donc la Fédération départementale de Côte d'Or est une fédération avec un effectif moyen par rapport à d'autres fédérations départementales. Nos missions, on a beaucoup de missions de service public, bien évidemment. La première, une des principales, c'est notamment l'indemnisation des dégâts de gibier, causés donc par le gibier, mais qui est pris en charge 100% par les chasseurs. Et c'est bien évidemment la fédération qui gère ce dossier et indemnise la profession agricole lors de ces dégâts une fois qu'ils sont constatés. Il y a également tout ce qui touche à la formation, et notamment la formation du permis de chasser, puisqu'on accompagne tous les jeunes jusqu'au passage de l'examen, et ça fait partie de nos délégations également, nos missions de service public. Voilà un peu pour le rôle des fédérations. Maintenant, notre rôle nouveau depuis 2019, la réforme de la loi chasse, il y a eu un transfert des missions de l'État vers les fédérations. Et dans notre département, la principale, c'est notamment la gestion de tous les plans de chasse. C'est nous qui instruisons les plans de chasse et c'est nous qui délivrons l'autorisation administrative justement aux 1700 territoires du département sur l'attribution du nombre de sangliers, de chevreuils, de grands cervidés à prélever en lieu et place de ce que faisait monsieur le préfet auparavant. C'est le président de la fédération qui signe ce document.
Il y a une mission de sécurité aussi, je crois. Alors, on a également, merci de l'ajouter, c'est très important, il y a aussi cette formation décennale, notamment liée à la sécurité, où, dans les 10 ans à venir, tous les chasseurs du département, également du territoire national, mais nous, Fédération de Côte d'Or, on forme bien évidemment nos adhérents, auront l'obligation de se former sur une demi-journée pour leur rappeler les consignes élémentaires en termes de sécurité, et ça marche très bien, puisqu'à aujourd'hui, je crois qu'on a franchi les 1500, les 1500 chasseurs formés. Il en reste encore bien plus, c'est-à-dire 8 fois plus, grosso modo, mais on a 10 ans pour le faire, donc on est dans le rythme. Il va falloir tous les ans qu'on passe environ 1200 chasseurs à former, et ce sera obligatoire parce que celui qui ne l'aura pas fait pendant cette période des 10 ans, à un moment donné, ne pourra plus valider son permis pour l'année suivante. Donc forcément, il peut attendre un peu, mais pas trop. Oui. Et alors c'est la 11e journée de la chasse et de la venaison à la foire de Dijon. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être présent chaque année donc, sur cette foire de Dijon ? Alors c'est très important parce que la venaison pour nous c'est certainement un des meilleurs vecteurs de communication au niveau de la chasse. On ne va pas se leurrer, aujourd'hui la chasse elle est assez décriée, on parle beaucoup de nous et on dirait même on parle beaucoup trop de nous et pas forcément en bien et comme on l'aimerait. Ceci dit, aujourd'hui et dans le contexte de la foire gastronomique, et on le voit bien autour de la table de l'Oculus, mais je laisserai Dominique en parler puisque c'est vraiment mon vice-président qui gère ce dossier du matin jusqu'au soir sur le terrain. Et en tout cas, on sent bien que cette venaison, si vous voulez, c'est un vecteur de communication formidable. Les non-chasseurs comme les chasseurs, tous ceux qui aiment, les bons gastronomes, les épicuriens, qui aiment la bonne viande, parce qu'on a quand même une majorité dans ce pays à aimer la bonne viande ou le bon poisson, la bonne cuisine. Et ben là, on se retrouve. Et ce concours des terrines, là aussi, on le voit avec les chefs, les grands chefs. Madame Gou, ici présente, pourra également le confirmer. On se retrouve autour de plats, mais au départ, la matière première, et c'est ça qui est important, elle provient de la chasse. Et au niveau national, on en est conscient, puisque notre président national organise fin du mois de novembre un colloque national sur cette thématique, où justement, on va vraiment axer ces ateliers autour de la transformation de gibier. On veut arriver à avoir des appellations départementales reconnues, gibier de Côte d'Or ou gibier de Bourgogne-Franche-Comté, je ne sais encore pas, mais en tout cas avec une traçabilité. On voit bien qu'aujourd'hui les gens, le consommateur aime la traçabilité, aime le circuit court, aime la qualité. Ben, je peux vous assurer que sur ces 3 critères, le gibier est un excellent produit. Merci Pascal Sécula. Alors je me tourne vers vous, Dominique Rigaud. Justement, ce matin se déroulait le concours de terrine. Alors dites-nous un petit peu comment s'est passée cette édition 2022. Mais, écoutez, comme d'habitude, très bien. Parce qu'effectivement, on a déjà des grands chefs, on a aussi nos partenaires traiteurs qui sont là et qui sont les pros, les professionnels et qui ont évidemment un goût développé et de pouvoir juger correctement les terrines de nos participants. Moi, je suis extérieur à tout ça, mais on n'a pas forcément les mêmes palais, on n'a pas forcément les mêmes idées. On a surtout le palais du monsieur tout le monde. Et ça peut quelquefois changer un petit peu la donne. Je crois qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé. Enfin, je ne me suis pas trop mal débrouillé parce que j'ai fait quelques comparaisons après avoir noté, évidemment. Oui. Et effectivement, je suis un peu dans le ton. Donc, ça veut dire que, voilà, on n'est pas trop mauvais. Enfin, je ne suis pas trop mauvais. Donc, voilà. Donc ça se passe tout simplement, on a 2 colonnes principales, l'aspect, la tenue de la terrine, donc on regarde ce qui est tranché, si ça se tient bien à la tranche, mais on regarde aussi dans la terrine elle-même pour voir si voilà, l'aspect général, et ensuite on passe par le goût. Donc le goût, on essaie de sentir un peu, si on arrive à trouver des odeurs avec le nez, puis ensuite avec le palais. Donc voilà, évidemment, c'est toujours très compliqué de faire plusieurs terrines, déguster plusieurs terrines. Et comme nous l'a très bien dit tout à l'heure Nathalie, il va peut-être falloir, si on continue ce concours de terrines, imposer une chose, c'est-à-dire imposer un gibier. Parce qu'effectivement, entre quelqu'un qui va cuisiner ou faire une terrine de faisan, par exemple, et celui qui va faire une terrine de sanglier, les goûts sont tellement différents, sont tellement loin l'un de l'autre qu'effectivement, on peut avoir un palais un petit peu faussé. Donc voilà, il y a peut-être des choses à ajuster, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer.
Et là, vous aviez combien de candidats? Quels sont les profils qui participent? Alors, cette année, on avait un petit peu moins que d'habitude. D'habitude, on est autour d'une vingtaine de terrines. Cette année, on en avait une dizaine. Donc voilà. Alors, les profils, on les connaît pas. D'accord. En fait, la seule Tout le monde peut participer au concours. Alors, la seule chose, on a quand même un règlement. La seule chose, c'est il faut être chasseur, femme de chasseur ou famille de chasseurs. Voilà, hein, c'est suffisamment large. Mais si vous voulez, on ne veut pas connaître le nom, on ne veut pas connaître d'où ils sont, etc., etc. Donc, quand ça arrive chez nous, c'est enveloppe cachetée, numéroté, etc. Et on saura à la fin, au moment de dépouiller. On connaît le numéro de la terrine qui est première, par exemple. Eh bien, on saura juste avant le résultat final à qui appartient cette terrine. Voilà. Et alors, est-ce que vous auriez un conseil pour bien cuisiner une bonne terrine? Voilà, alors, je pense que c'est Non, Nathalie on qui demandera va à Nathalie, voilà. Je pense que c'est Nathalie qui va vous répondre là-dessus. Moi, je fais modestement des terrines. Évidemment, je cuisine aussi un peu, mais voilà, bon, je peux pas donner de conseils. C'est pas ma place. Et alors, aujourd'hui, vous avez réalisé la table de Lucullus aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah ben, je peux vous en parler, évidemment. Donc, ce matin, levé très très tôt pour tout le monde. Hein. Pour ma part, c'était 5h moins le quart, parce qu'il y a un peu de kilomètres. Pour nos permanents, il faut aller évidemment à la fédération chercher tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont été chercher durant la semaine pour habiller cette table. C'est aussi donc du gibier, parce que je vais insister sur quelque chose, si vous voulez, sur la table de Lucullus, c'est que 98% de ce qui est sur la table est récupéré. J'allais vous poser la question justement. Alors, Qu'est-ce qu'on en fait après? Parce que je sais que c'est dans l'air du temps, donc voilà. Je prends de l'avance. Les gens se posent la question. Effectivement. Écoutez, ils auront la réponse. Faut savoir qu'on a 150 kg de glace dessous qui maintient tout au frais. Donc voilà, rien ne se perd. Ce qui va se perdre, c'est un peu les végétaux. Donc voilà. Mais ça, on ne peut pas les conserver. On va les mettre au compost. On va les mettre au compost et ça sera du recyclage. Voilà, non mais j'insiste là-dessus. Alors c'est un gros travail parce qu'on a commencé très exactement ce matin à 7h et on finissait juste, allez, 9h55. Pour l'ouverture, oui. Donc voilà, c'est toujours un gros travail parce qu'on est plusieurs. On est aidé aussi par une personne qui avait, je dirais, un magasin de fleurs, donc qui a un peu les yeux d'une artiste quelque part. Voilà, et puis nous, qui sommes les chasseurs, le gibier, on aime bien le mettre de ce sens-là, avec la tête comme ça, etc., etc. Et puis de voir aussi un ensemble. Et je peux vous assurer que ça marche très très bien parce que on est habitué à travailler, là c'est la 11e, hein. Donc on est arrivé à faire des choses super bien et comme dit mon ami Bernard qui participe énormément avec moi, évidemment, et sans compter tout ce que les permanents ont fait bien sûr, hein, énormément de travail, on arrive toujours à se sortir de cela et on a toujours une très très belle table. Alors si j'écoute les gens qui étaient là ce matin très tôt et ceux qui sont arrivés un peu plus tard, on a encore une fois la plus belle table, paraît-il. Ah bah oui, alors moi, je retiens que ça, si vous voulez. D'accord, vous avez bien raison. Alors Nathalie, donc, je me tourne vers vous maintenant. Alors dites-nous un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on cuisine la viande de gibier? Est-ce que ça demande une attention particulière? De toute façon, déjà au niveau il y a une chose qu'il faut savoir, c'est vrai qu'on ne met pas assez en valeur le gibier. C'est vrai qu'on le trouve plutôt en période de chasse, habituellement. Donc, mais c'est vrai que les gens se détournent du gibier alors qu'il ne faut vraiment pas, parce qu'on peut faire de très belles choses avec le gibier. Les gens partent sur des fausses idées en disant c'est fort, c'est ci, c'est ça. Pas du tout, je pense que c'est la façon de cuisiner qui fait aussi que ce gibier peut être tout à fait de très bon goût au niveau des plats et ça c'est quelque chose que moi je mets au niveau de l'entreprise Mitanchet au niveau des périodes de chasse jusqu'à la fin de la période de chasse qui est à peu près le mois de mars, c'est ça? Oui, tout à fait, le sanglier, oui. Donc voilà, donc ça moi dans ma carte des fêtes il y a du gibier, voilà, ça c'est incontournable pour moi, ça fait partie des viandes comme le bœuf, comme la volaille, ça c'est quelque chose qui doit être partie prenante au niveau des plats, voilà. Donc c'est une façon de cuisiner qui est après autre chose, parce que ça on peut mettre en valeur au niveau du gibier, il y a tellement de recettes et maintenant on peut mettre vraiment en valeur, vous faites un filet mignon de marcassin avec une sauce au foie gras, c'est merveilleux quoi, je veux dire. Vous faites quelque chose de très très bon et sublime quoi, je veux dire, voilà, et toutes les pièces, que ça soit du chevreuil, que ce soit du cerf, que ce soit du sanglier, un faisan. Vous avez toutes ces viandes qui subliment au niveau des repas, quoi. Alors, où est-ce que vous approvisionnez en gibier? On s'approvisionne en gibier frais, hein, donc
On va chercher ça donc à côté de Selongey, hein, c'est ça, Lorraine-Venaison. Lorraine-Venaison, où ils collectent, je crois, toutes vos chasses, hein, c'est ça, hein, Pas toutes les chasses, mais une bonne partie, et puis aussi dans les départements autour. Hein. Donc, parce que naturellement, il faut que ça soit réglementé au niveau sanitaire et tout. Hein, donc, on est obligé de passer par ces instances de professionnels qui, après, donc, nous livrent, nous, en tant que traiteurs, les viandes fraîches, voilà, en frais, tout à fait. Si je peux me permettre d'ajouter sur ce point précis, c'est justement là-dessus qu'on travaille au niveau de la Fédération nationale, parce qu'on veut justement qu'il y ait une réglementation peut-être un peu plus souple, mais tout aussi précise sur un plan contrôle, hein, qu'on puisse effectivement, une société de chasse, fournir directement à des professionnels. Après, est-ce que les contrôles soient réalisés, qu'il y ait des charges pour, entre guillemets, éviscérer, pour préparer la viande avant qu'elle soit effectivement remise à un professionnel de la gastronomie. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, justement pour simplifier un petit peu cette réglementation qui est un peu contraignante, justement pour pouvoir arroser tout le réseau des chefs cuisiniers. Merci pour cette précision. Alors Nathalie, donc aujourd'hui vous êtes présente à la journée donc de la chasse et de la venaison. Quel est votre rôle ? Quel est mon rôle ? Alors déjà, ça fait très longtemps, moi en tout cas ça fait 7 ans que j'accompagne donc la fédération de chasse dans leur mise en valeur donc de tout ce qui est venaison. Après mes apports sont peut-être humbles, mais je sais que je les aide sur différentes façons. Déjà, voilà, on a fait tout à l'heure une animation au niveau culinaire de comment fabriquer une ballotine de faisan au foie gras. Donc voilà, donc déjà ça, donc je fais venir mon chef charcutier Fabien qui est venu faire donc cette prestation devant les gens. Donc voilà, puis après on fait déguster donc cette ballotine. Je viens les aider aussi au niveau du concours des terrines. Au niveau des évaluations des terrines. Voilà, donc c'est très humble, hein, parce que je suis une fervente défenseuse au niveau de la gastronomie, parce que pour moi, les produits de la chasse font partie de la gastronomie, donc, et c'est pour ça que c'est très important pour moi d'être avec eux, et même si je ne suis pas chasseur. Non, mais vous nous aidez, et je dois le dire, donc, Madame Goud et l'établissement Mitanchet aident vraiment la Fédération de la chasse, les chasseurs, et je sais encore que vous avez été généreuse dans l'action du moment, donc ça c'est très important, merci, mais c'est bien aussi de le communiquer, parce que, en tout cas avec les chefs, que ce soit des chefs cuisiniers, que ce soit des traiteurs, dans le monde de la cuisine et de la gastronomie, il y a toujours une vraie passerelle, une vraie bonne entente avec les chasseurs. Hein. Vous savez, on prendra quelques très grands chefs de grand renom, que tu appelais de Bernard Loiseau à Paul Bocuse. C'était également de grands chasseurs passionnés. Ouais. Voilà, en fin de compte, c'est la passion qui nous unit. Passion de mettre en valeur, eux, leurs produits, la nature, les animaux, voilà. Et moi, on a la passion aussi je prends le relais derrière, de pouvoir utiliser ces produits, des bons produits, et mettre en valeur ces produits dans notre assiette. Et ça, c'est très important. Merci. Alors cet après-midi, justement, il y aura un concours, le concours au féminin. Elles vont devoir cuisiner du gibier. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner, justement, avant leur concours ? Quand on fait avec le cœur, je pense que le résultat, il est là après derrière. Je veux dire, la passion et le cœur dans ce qu'on fait, on arrive toujours à des très bons résultats. Et il n'y a jamais de mauvais résultats et de très bons résultats. C'est vraiment la ferveur qu'on met avec la passion et l'envie de faire qui fait derrière quelque chose de ça peut être que sublime, du premier au dernier, je pense. Voilà. Dominique, vous voulez dire Oui, bon, déjà, la modestie de Nathalie me surprend pas, mais elle nous prête son camion frigo parce qu'on doit garder effectivement la chaîne du froid. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Elle participe aussi un petit peu à la table de Lucullus. Elle nous conseille, etc., etc. Donc c'est très très important et c'est bien ce que vient de dire le président. Pour ce qui concerne des écoles hôtelières féminines, eh bien, ils vont cuisiner de la biche aujourd'hui, avec comme ingrédient principal de la bière. Et c'est la bière de Vito que je suis allé chercher pour cette occasion, parce que nous aussi, on fait attention au carbone. Hein, donc on essaie et si on arrive, et je pense que le national fait le maximum, et on va faire le maximum aussi au niveau départemental, justement pour que cette venaison soit bonifiée, évidemment, par les grands chefs, par les traiteurs, mais aussi par le particulier qui n'a pas la possibilité d'avoir du gibier facilement. Eh bien, si on peut ouvrir cet aspect-là et que tout le monde puisse se servir et faire
de la bonne cuisine avec de la bonne viande, on en sera très très heureux. Très heureux. Donc les féminines vont faire ça. On a nos chefs, nos grands chefs qui vont cuisiner. On en a 2 aujourd'hui qui sont déjà, enfin cet après-midi là, qui sont sur la scène. On a Yann Ouizé qui est le chef du Relais des Sources de Saint-Seine-l'Abbaye. On a aussi François Pelletier qui est à l'abbaye de la Bussière, donc qui vont cuisiner et l'un et l'autre de la venaison. Et on a la maison Colin-Seguin qui est avec nous, qui a accepté de venir relever ce challenge, d'amener des vins, des bons vins, pour associer avec les mains de nos chefs. Ils seront encore là ce soir. Ce soir, on aura 2 autres chefs. Guillaume Royer, qui est quelqu'un qui est souvent avec nous, toujours avec nous, qui est chasseur. Et on aura Laurent Parra du Conti de Beaune, qui est aussi chasseur, passionné, évidemment. Et donc, toujours accompagné de la Maison Seguin pour faire déguster leur bon vin. Donc, c'est une journée magnifique. C'est, à mon avis, la plus belle journée. J'en doute pas. Quel programme. Eh ben, merci à tous les 3 d'être venus sur notre plateau nous parler de la chasse. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant de parler de vin avec notre invité qui vient de Flavigny. Alors le vin étant l'invité d'honneur de cette 92e édition de la foire, chaque jour nous lui consacrons une rubrique spéciale. Pour en parler, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur notre plateau Cyril Raveau. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes vigneron à Flavigny. Présentez-nous un petit peu votre domaine, son histoire. Alors le domaine a été replanté sur d'anciennes terres à vigne qui avaient été abandonnées il y a un siècle à peu près, quand le phylloxéra a détruit tout le vignoble français. Et on a replanté en 1994 sur des terres qu'on supposait être bonnes pour faire de la vigne. On avait déjà quelques indices puisque ces terres à Flavigny sont répertoriées dans des écrits anciens. Et où on retrouve des noms importants en Bourgogne comme Beaune, Chablis, Vézelay, et il y a aussi Flavigny qui apparaît comme étant une place forte de la viticulture en France à l'époque. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée a priori de replanter là. Et effectivement, 25 ans après, on peut dire que la qualité des vins peut rivaliser avec les grands vins de la côte viticole. Et alors qu'est-ce que vous produisez comme vin? Du rouge, du blanc? Oui, alors on produit toutes les couleurs, rouge, blanc, rosé. Au niveau des cépages, on a les cépages bourguignons, bien entendu, pinot noir pour le rouge, et puis chardonnay à ligoter pour les blancs. Et on a rajouté quelques cépages qui sont un peu plus rares en Bourgogne. Le César en rouge qui est cultivé historiquement à Irancy. L'Auxerrois et le Pinot Gris qui sont un peu plus rares aussi en Bourgogne, surtout l'Auxerrois qui a des origines en Alsace. Et avec ces cépages, on fait aussi d'autres choses, un vin liquoreux. On fait, en réalité, avec ces cépages, ça a été la question dès le départ. On a commencé à faire des vins de cépage, c'est-à-dire qu'on vendait les vins, on faisait les vins, un pinot noir, un aligoté, un chardonnay, tout simplement, on faisait des vins de pays, quoi. Et au fur et à mesure, le défi, vraiment la mission sacrée, ça a été de ne plus faire du vin à Flavigny, mais de faire le vin de Flavigny, c'est-à-dire de créer de l'identité, de créer de la signature sur les vins. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a cet objectif-là? On transcende, enfin on dépasse le côté cépage et on va faire des associations de cépages. On va prendre le contre-pied de certaines modes de vinification qui vont arriver vers de la signature. Je prends un exemple. Ici, on a un vin qui est un intramuros avec un cépage auxerrois. L'auxerrois, que je disais, a une origine alsacienne. Eh bien, cet auxerrois-là, au lieu de vinifier en cuve comme on le fait d'habitude en Alsace et de travailler sur le côté variétal du cépage, on va le travailler à la bourguignonne comme on fait à Meursault, c'est-à-dire en fût neuf, avec de la vinification en fût sur lit, avec un élevage long. Et là, on a quelque chose qui est vraiment particulier, qui est vraiment une signature du domaine. Et alors justement, vous avez une petite particularité, c'est ce que vous appelez les gourmandises du colombier, du colombier plutôt, c'est ça? Les gourmandises du colombier. Pouvez-vous nous dire un petit peu de quoi il s'agit? On a quelques images, vous pouvez les commenter en direct. On va voir oui, ça fait partie des vins qu'on a créés. Donc là, on voit le colombier. Hein, c'est bien précisé parce qu'un pigeonnier c'est plutôt carré et un colombier c'est rond. Et là, on voit
on voit les raisins qui sont déshydratés au bout de 5 mois et qui ont été attaqués par une moisissure qui s'appelle le botrytis, qu'on retrouve en sauterne, qui fait la pourriture noble du sauterne. Et en fait, c'est un petit peu un hasard cette méthode, c'est une méthode vin de paille au départ, et on l'a transposé ici, mais en mettant les raisins dans ce pigeonnier dans lequel il règne une certaine humidité. Et je disais, il y a de la pourriture noble qui se développe sur les raisins. Ça fait une particularité par rapport à ce qu'on trouve en vin de paille sur le Jura. Et vraiment, on a le résultat, c'est un vin liquoreux issu du passerillage, parce que c'est ce qu'on appelle le passerillage, c'est le vin de paille, c'est-à-dire le fait de mettre des raisins sur des clés qui vont sécher pendant 5 mois, et botrytisé, c'est-à-dire comme ce qu'on fait en sauterne, mais là en milieu fermé. Et ça a été une petite découverte parce qu'au départ, en 2011, quand j'ai essayé de faire cette première année, j'ai constaté qu'il y avait ce développement de moisissure et je me suis dit au départ, bah, c'est foutu, quoi, ça marchera pas. Voilà, donc j'ai pressé quand même le raisin, je l'ai mis en tonneau, c'était pas très bon. J'ai oublié le fût pendant 5-6 mois et puis j'ai remis le nez dessus au bout de 5-6 mois, et là, j'ai goûté un truc extraordinaire, quoi, qui sentait le miel, le coin, etc. Et il s'était passé quelque chose qui dépasse un peu le vigneron, quoi. C'est des instants un peu magiques où on se croit fort parce qu'on invente des trucs, etc. Ça marche pas, et puis en fait, ça marche quand ça veut marcher. La nature, laisse la nature faire et voilà, elle fait des exactement. miracles. C'est ça, exactement. Et là, c'est un petit miracle qui est né et on le fait depuis 2011. Alors, on le fait pas tous les ans parce qu'il faut vraiment que les raisins soient vraiment à maturité, avec un état sanitaire parfait. Mais là, c'est un petit bijou qu'on sort une année sur deux, quoi, on va dire. Et ça se déguste pour un dessert, avec un dessert par exemple, c'est ça, avec un gâteau Alors oui, on a un client qui est connu, c'est le restaurant du Relais Bernard Loiseau, et il le sert sur un dessert signature à base de citron. Et sinon, moi à la maison, plus modestement, j'aime bien le servir avec des pruneaux bardés de lard, c'est-à-dire rôtis à la poêle, un petit peu déglacés avec du ratafia, petites herbes de Provence du jardin, du thym du jardin, etc., des petites herbes. Et là, à l'apéro, avec des pruneaux bardés de lard, ça fait un sucré salé, comme ça, c'est très intéressant. Ah oui, ça doit être excellent. Et alors, depuis 2 ans, vous êtes aussi diversifié. Alors, ce qui est plus surprenant pour un vigneron, vous êtes lancé dans la bière artisanale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on passe de la vigne au houblon? Oui, en fait, ça a été un cheminement parce que dans la décennie 2010, on constate qu'on perd une année sur 2 à cause des modifications climatiques, du changement climatique. Et notamment, nous, on est assez sujet au gel de printemps. Il y a eu aussi des printemps très pluvieux, comme en 2016, 2021. Et ces années-là, on perd 80% de la récolte, et en plus avec des raisins qui sont pas de très bonne qualité. Donc c'est un peu frustrant pour un vigneron de pas avoir de grains à moudre, littéralement. Et là, l'idée a germé en 2017 avec un copain qui est plombier chauffagiste, lui, de métier. Et je me suis lancé dans la bière par une formation déjà à Nancy, une formation professionnelle. Et puis pour valider que ça me plairait vraiment parce que j'en avais jamais fait. Et puis on a commencé avec mon collègue à brasser. Et effectivement, en 2019, on a gelé à nouveau. Et là, on a commencé les démarrages, les premiers essais avec mon collègue Guillaume sur la bière. Et puis on a brassé. Et puis après, on a décidé d'en faire une vraie entreprise, quoi. Et alors, pour terminer, on a justement quelques photos à vous montrer. Est-ce que vous pouvez les commenter en direct pour nous raconter un petit peu la brasserie? Oui, alors là, on voit la brasserie. Là, c'est le bloc chaud de la brasserie. Mon collègue Guillaume qui va surveiller une cuve. Et vous voyez, on a une brasserie qui est une brasserie artisanale, mais qui a quand même une taille quand même assez importante pour pouvoir, dès le début, avoir des salariés. Et puis, vous voyez, là, on a une vue exceptionnelle sur Flavigny, puisqu'on est dans un bâtiment qui est un ancien bâtiment qu'on a réhabilité.
Voilà la gamme des bières qu'on produit. Et je dois dire qu'on a été agréablement surpris aussi sur la qualité des bières qu'on sort, parce qu'on a à Flavigny une eau d'une qualité exceptionnelle, et vraiment ça se ressent dans les produits. Et puis là, on voit les moments de convivialité qu'on a organisés pour les gens du village ou tout simplement les gens qui viennent au brewpub, au restaurant pour déguster de la bière ou voir un concert, etc. Et on veut vraiment que non seulement c'est un atelier de production, donc on produit de façon semi-industrielle, on va dire, puisque c'est ça aussi la bière, mais on veut que ce soit un lieu de convivialité où on reçoit les gens, où on partage aussi notre envie de partager des moments avec des concerts, avec des bonnes galettes, puisqu'on fait des galettes bretonnes, mais mises au goût du jour de la Bourgogne, avec de l'époisse, qu'on peut servir aussi avec du vin de Flavigny. Et voilà, c'est vraiment un tout ce projet. C'est une production, de la convivialité et puis l'association de 4 personnes complémentaires sur cette entreprise. Voilà. Et là, vous nous avez apporté donc 3 différentes bières. Vous pouvez nous dire un petit peu les parfums Oui, j'ai apporté 3 couleurs. On a de gauche à droite, on a une bière brune, donc vraiment foncée. Au centre, une bière à la framboise qui va être rose. Et puis après, une bière blonde qui est une bière typée ABI avec un petit peu plus d'alcool. C'est les 3 couleurs qu'on produit. On a d'autres bières, mais là, c'est assez typique. Et puis là, la dernière qu'on a sortie, c'est la bière à la framboise, où on a vraiment de la framboise dans la cuve. C'est une bière qui est un petit peu sucrée, mais à la fois acidulée. C'est un processus c'est une bière qui s'appelle Berliner Weisse. C'est-à-dire que c'est une bière blanche qui est faite avec une technique qui est brassée à Berlin. Et qui acidifie en fait la bière, et qui sont vraiment des bonnes bières de base pour faire des bières aux fruits. Et ça, c'est vraiment une vraie gourmandise. Voilà. Merci beaucoup Cyril pour votre témoignage. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Alors avant de nous quitter, je vous propose un petit tour du côté de la table de Lucullus qui a été réalisée aujourd'hui par la Fédération des chasseurs de Côte d'Or en partenariat avec l'Amicale des cuisiniers de Côte d'Or et des métiers de bouche. Dès qu'il s'est décroché, il avait mangé le rôle. Moi, il avait bourré, puis il avait pris le canin, il avait mangé des testicules. C'est un lièvre de roc. Vous avez même des boutons andouillés qui ont Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, je vous laisserai en compagnie de Nadège Hubert qui vous accompagnera jusqu'à la fin de cette foire 2022 jusqu'au 13 novembre. Elle vous parlera du salon Vinidivio qui démarre ce soir et également d'un nouveau concours, celui du Pokéball. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine et en attendant, profitez bien de ce long week-end pour venir nombreux à la foire.